Tu fais honte à tous ceux qui ont porté l'uniforme, Edgar. Regarde-toi. La voix de Julien Ménard résonna à travers le café du Chêne comme une gifle. L'ambiance familière de l'endroit sembla vaciller. Edgar Lemoine, pourtant, ne bougea pas. Assis à sa table habituelle, les mains tremblantes serrées autour d'une tasse de café tiède, il fixait obstinément la surface de la table comme si elle pouvait l'aspirer loin d'ici. Son manteau élimé tombait lourdement sur ses épaules minces, et dans le silence pesant qui suivit l'éclat de Julien, personne ne réalisa que ce vieil homme discret portait sur la poitrine une distinction que très peu de soldats ont un jour reçue. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'un général allait, quelques jours plus tard, changer pour toujours la façon dont on regardait Edgar. Le matin se lève lentement sur Morinville, un petit bourg du Kentucky bordé de collines. Les rayons dorés du soleil glissent sur les toits de tôle et réveillent les rues calmes de cette ville figée dans une autre époque. À l'angle de l'avenue Franklin et de la rue Jefferson, le Café du Chêne accueille, depuis 1954, les habitants de la ville, génération après génération. C'est un refuge pour les anciens mineurs de charbon, les agriculteurs aux mains rugueuses et les vétérans revenus du front avec bien plus que de simples valises. Les murs du café sont tapissés de vieilles photos, des jeunes hommes en uniforme posant avec fierté avant de partir au combat, des cérémonies de remise de médailles et des retours émouvants immortalisés dans un noir et blanc passé. On y respire l'histoire, on y sent le poids de ceux qui ont servi sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Derrière le comptoir, depuis maintenant 30 ans, on trouve Solange, 63 ans, aussi incontournable que le café noir qu'elle sert sans interruption. Elle connaît ses clients comme une mère connaît les habitudes de ses enfants. Elle sait que M. Delorme ne prend jamais de sucre, que le pasteur Rivière évite les secondes tasses depuis que sa femme l'a menacé d'en parler à son cardiologue. Et surtout, elle sait qu'Edgar entre chaque matin à 7h, 10 précises, prend place à la table près de la vitre et commande toujours la même chose. Café noir, tartine de seigle, confiture maison à la fraise. Avec lui, 3 objets ne manquent jamais. Un vieux journal plié en 2, une montre à gousset en or ayant appartenu à son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et un silence digne, presque palpable. Edgar enlève soigneusement son manteau vert olive, fané et trop grand pour son corps affaibli par les ans. Ce vêtement semble avoir appartenu à un homme plus jeune, plus fort, dont il ne reste que l'ombre, tapis quelque part sous cette poitrine muette. Sur le côté gauche du manteau, une petite broderie quasi effacée intrigue ceux qui savent observer. Ces couleurs ont été délavées par le temps, au point que seul un œil exercé peut deviner ce qu'elles signifient. Edgar, lui, ne parle jamais de son passé. Quand quelqu'un mentionne le Vietnam, ses mains se crispent imperceptiblement, mais il ne dit rien. Contrairement aux autres anciens combattants, il ne raconte pas ses campagnes comme on compte des épopées. Il ne transforme pas chaque tir en exploit, chaque peur en gloire. Il était là, simplement, aussi constant que le lever du jour. Les habitués du café lui adressent un signe de tête respectueux, un geste devenu instinctif. Quelque chose chez lui impose un respect silencieux, un charisme que personne n'ose contester. Solange ne lui demande jamais s'il veut une autre tasse. Elle la remplit automatiquement, même dans le rush du matin. Madame Villeneuve, infirmière à la retraite, garde toujours le journal du jour pour Edgar au cas où il arriverait plus tard. Marcel, le mécano du coin, toujours couvert de cambouis, insiste pour le raccompagner quand la pluie menace. Tout cela, ce sont des gestes simples. Mais ces marques d'attention ont une cohérence troublante, comme si tout le monde savait, sans jamais le dire, que cet homme cachait quelque chose de plus grand que ses rides et son silence. Et pourtant, personne ne pose jamais la question, parce que certains secrets méritent d'être gardés, et certains honneurs sont trop lourds pour être exposés. Julien Ménard, lui, est arrivé à Morinville il y a un peu plus d'1 an. Retraité de l'armée, ancien capitaine logistique, il traîne derrière lui le bruit et la suffisance de ceux qui n'ont jamais connu les balles sifflées. 20 ans de service derrière un bureau, à classer des dossiers, à gérer des inventaires depuis une base éloignée du moindre conflit. Mais il parle comme s'il avait dirigé des bataillons entiers sur le champ de bataille. Chaque matin, il monopolise l'atmosphère du café avec des récits qui changent de version selon l'auditoire. Ses débuts de phrases sont presque toujours les mêmes. Quand j'étais capitaine à Fort Wellington, suit généralement une histoire sur l'optimisation des stocks ou la réorganisation d'un hangar. Les autres vétérans écoutent par politesse, mais leurs regards échangés en disent long. Toujours tiré à 4 épingles, chaussures lustrées, mallette en cuir à la main, Julien aime faire remarquer la pauvreté apparente d'Edgar. Il ne supporte pas ce manteau ancien, ni cette allure frugale qui détonne avec son propre besoin de paraître.
Un ancien combattant devrait avoir de la tenue, même en civil. On honore l'uniforme même à la retraite, répète-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Mais Edgar ne répond jamais. Il continue de lire son journal, imperturbable, comme s'il appartenait à une autre temporalité. Et c'est justement ce silence que Julien interprète comme une faiblesse. Il y voit la confirmation de sa supériorité. Et cette conviction, sourde et toxique, commence à ronger son bon sens. Les remarques deviennent de plus en plus fréquentes, des phrases sur la rigueur militaire, des critiques à peine voilées sur ceux qui ne savent pas se tenir. Jusqu'au matin où Julien dépasse les bornes. Ce jour-là, la brume givrée couvre encore les vitres du café. La voix de Julien fend le calme avec une insistance acerbe. « Regardez ce manteau! On dirait qu'il sort d'une benne à ordures. C'est ça l'image d'un vétéran ?» Le silence qui suit est tendu. Solange s'arrête net en essuyant un verre. Edgar replie son journal, glisse sa montre dans sa poche, termine son café, puis dépose quelques pièces sur la table, toujours avec un pourboire, malgré les fins de mois difficiles après la maladie de son épouse défunte. Il se lève lentement, ses articulations protestant, et se dirige vers la porte. Julien en rajoute « Tu nous fais honte, Edgar, regarde-toi un peu ». Un souffle glacé passe dans la pièce. Edgar pose sa main sur la poignée de la porte. Il se tourne, ses yeux croisent ceux de Julien. Le temps suspend son souffle. Puis, sans dire un mot, il sort. La clochette teinte derrière lui. Julien, satisfait, croit avoir gagné. Il ne sait pas qu'il vient de piétiner l'honneur d'un homme qui a traversé l'enfer pour permettre à d'autres de vivre en paix. Le mémorial des anciens combattants de Morinville est un bâtiment modeste en briques rouges, niché sur une petite place bordée de chênes centenaires. Ses arbres, silencieux et imposants, ont vu partir des générations de jeunes hommes et n'en ont vu revenir qu'une partie. Le mémorial a été construit en 1974 grâce aux dons des habitants, qui voulaient un lieu pour se souvenir, un sanctuaire pour l'histoire locale et la mémoire des sacrifices. À l'intérieur, on trouve une bibliothèque avec des étagères en bois massif contenant des récits de guerre, des biographies de soldats, des ouvrages tactiques et des témoignages qui bouleversent les consciences. Les murs sont couverts de photographies, de jeunes visages figés dans le temps. L'uniforme impeccable et le regard tourné vers l'avenir, souvent sans retour. Une des parois du hall principal est entièrement consacrée aux disparus. Des plaques de bronze y sont alignées, gravées de noms que la ville n'oubliera jamais. La lumière du matin traverse les vitraux et vient caresser les lettres comme pour leur rendre un dernier hommage. Chaque samedi, à 8h tapantes, Edgar arrive au mémorial avec son sac en toile vert armé. À l'intérieur, des outils faits maison, du matériel de nettoyage, des produits simples qu'il achète lui-même sans jamais demander de l'aide. Il commence par redresser les cadres, vérifie l'alignement des photos, puis inspecte les livres pour détecter ceux que l'humidité aurait abîmés. Les pages arrachées sont recollées avec soin, les couvertures renforcées discrètement. Chaque ouvrage est manipulé avec la délicatesse d'un conservateur dans un musée. Au fond du hall, une étagère qu'il a lui-même construite accueille des petits vases dans lesquels il place, chaque semaine, des fleurs fraîches. Toujours. Parfois des marguerites, parfois des œillets, souvent des fleurs sauvages cueillies sur le chemin. Il nettoie chaque photo, une par une, avec des gestes lents, précis, presque religieux. Il caresse les visages d'hommes qui ne sont jamais revenus, mais qui, pour lui, sont restés là. Frères d'armes, compagnons d'un silence que seuls les anciens combattants partagent sans mots. Ce samedi-là était particulier, le 11 novembre, jour des anciens combattants. La place avait été décorée de drapeaux flottant dans un vent sec d'automne. Une scène avait été montée devant le mémorial. Des rangées de chaises blanches s'alignaient face à elle. Edgar, fidèle à lui-même, arriva tôt. Il s'installa au dernier rang, à droite, à l'ombre des arbres dénudés, presque invisibles. Julien Ménard, lui, se pavanait autour des installations, saluant les élus, serrant des mains, prenant la pose dans son uniforme impeccable comme s'il était le héros du jour. Le maire prononça un discours sur la reconnaissance envers ceux qui ont servi. Un prêtre local récita une prière pour les âmes tombées au combat. La fanfare du lycée entonna l'hymne national avec un enthousiasme un peu maladroit mais touchant. Puis ce fut au tour de l'invité d'honneur, le général Pierre Desmarais. Un homme de 66 ans, aux cheveux blancs et à la voix calme, ayant servi en Irak, au Liban et en Bosnie. Un homme qui, lui, savait ce que signifiait le courage. Alors qu'il s'avançait vers le pupitre avec son discours en main, ses yeux exercés parcoururent la foule. Et il s'arrêta net. Dans l'ombre du dernier rang, il aperçut une silhouette familière. Pas le visage, pas la posture, mais ce manteau.
Et surtout, ce petit écusson délavé sur la poitrine gauche. Un détail presque imperceptible, mais que lui ne pouvait pas ignorer. Il avait servi avec des hommes qui portaient ce symbole. Très peu, une poignée. Il baissa son micro et reposa ses feuilles. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'écarter un instant de mon discours. Il y a parmi nous un homme portant la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire décernée dans notre pays. Une médaille que l'on ne reçoit que lorsque l'on va bien au-delà du devoir. » Le silence tomba sur la foule comme une couverture. Julien, déjà prêt à monter sur scène, crut un instant que les mots lui étaient destinés. Il fit un pas en avant de se figer. Le général descendit lentement de l'estrade. Il marcha parmi les rangées, en direction du dernier siège, là où Edgar, surpris, le regardait approcher. « Avec votre permission, murmura le général. Edgar acquiesça hésitant. Le général se pencha, examina le tissu du manteau. Son regard se fixa sur la broderie presque effacée. Puis, il se redressa, fit un pas en arrière et leva la main dans un salut militaire rigide et sincère. Le genre de salut que l'on ne réserve qu'aux géants. Un par un, les gens se levèrent. Les hommes, les femmes, même les enfants qui ne comprenaient pas totalement ce qu'il se passait, imitèrent les adultes autour d'eux. Edgar, d'abord figé, se leva doucement. Il salua à son tour d'un simple hochement de tête respectueux. À cet instant précis, quelque chose changea. L'histoire que personne n'avait jamais racontée éclata comme une lumière dans l'obscurité. Et soudain, tout le monde comprit que cet homme que l'on avait ignoré, moqué, dédaigné, portait en lui un récit plus grand que tous les discours prononcés ce jour-là. Cette nuit-là, Julien Ménard ne dormit pas. Les mots du général résonnaient dans sa tête. Médaille d'honneur. Comment était-ce possible? Lui qui avait passé 2 ans à rabaisser cet homme sans jamais chercher à le connaître. Dès l'aube, il se rendit au café du Chêne. Il arriva même avant l'ouverture. Edgar n'était pas encore là. Julien s'installa à une table près du coin habituel du vieux soldat et il écouta les conversations des autres habitués. Solange parlait à une cliente de son petit-fils, Tom, qui avait failli se noyer dans la rivière le printemps dernier. C'est Edgar qui l'a sauvé. Sans hésiter, il a plongé dans cette eau glaciale. À 75 ans, il l'a sorti de là et a disparu avant même que les secours n'arrivent. Marcel, le mécano, ajouta « Vous savez qu'il paie de sa poche pour l'entretien du mémorial, pas vrai ? C'est lui qui change les fleurs toutes les semaines. Il fait ça en silence, depuis des années. » Julien sentit sa gorge se nouer. Chaque mot, chaque souvenir partagé par ces gens qu'il côtoyait depuis 2 ans était comme un coup de marteau sur sa conscience. Lui qui se pavanait avec ses certificats plastifiés et ses récits de paperasse, avait passé tout ce temps à ridiculiser un homme qui incarnait tout ce que lui prétendait être. À 7h10 précise, Edgar poussa la porte du café du Chêne. Comme tous les matins, il portait toujours ce même manteau trop grand, mais désormais perçu différemment. Les clients se turent instinctivement. Edgar avança calmement, se dirigea vers sa table habituelle. Solange lui apporta son café sans rien dire, posant doucement la tasse devant lui, comme si elle venait de servir un roi. Julien, assis non loin, observait chaque geste, chaque respiration, chaque détail de cet homme qu'il croyait connaître. Il vit un héros là où il n'avait vu qu'un vieux homme. Il vit une force silencieuse là où il n'avait entendu que du mutisme. Julien ne mangea pas ce matin-là. Il buvait lentement son café, le cœur lourd, les pensées agitées. Lorsqu'il quitta le café, il laissa un billet de 5 $ en pourboire, plus que ce qu'il avait jamais donné. Puis il sortit sans un mot. Il savait qu'il devait faire bien plus que ça. À 10h, il frappa à la porte de la maison d'Edgar. Une petite demeure blanche, modeste, avec un porche en bois et un vieux fauteuil à bascule qui grinçait doucement au vent. Personne ne répondit. Un voisin, un homme d'une 60aine d'années qui arrosait ses plantes juste à côté, leva les yeux. « Vous cherchez Edgar ? Il est sûrement au mémorial. » Comme tous les samedis matins, Julien se rendit aussitôt à la place centrale. En poussant la porte vitrée du mémorial, il ressentit une atmosphère différente. Ce n'était plus juste un bâtiment public. C'était devenu, à ses yeux, un sanctuaire habité. Edgar était là, agenouillé devant le mur des disparus, en train de nettoyer une photo avec la délicatesse d'un homme qui manipule quelque chose de sacré. Julien s'avança lentement, puis s'arrêta à quelques mètres de lui. « Edgar !» Il hésita. « Je suis venu demander pardon. » L'ancien soldat leva les yeux. Il ne dit rien, il ne fronça pas les sourcils, ne recula pas. Il attendit. Julien reprit. « Pendant 2 ans, je vous ai humilié. J'ai cru être meilleur. J'ai cru que l'honneur se portait sur les chaussures cirées et les décorations affichées.
Mais j'étais aveugle. La vérité, c'est que j'ai passé ces 2 années devant un géant sans le reconnaître. Edgar ne répondit pas tout de suite. Il regarda Julien, son regard doux mais ferme. J'ai simplement fait ce qu'il fallait, et je continue de le faire. Il se retourna vers les photos, reprit son chiffon, et nettoya un autre cadre, comme s'il n'avait jamais été interrompu. Julien resta figé. Puis, lentement, il s'approcha. « Est-ce que je peux aider ?» demanda-t-il. Edgar tendit un chiffon propre, sans mots, sans reproche. « Commence par ce côté. » Les 2 hommes se mirent à nettoyer ensemble, en silence, sous les yeux attentifs des visages figés dans les photos. 1 heure passa, puis 2, aucun mot superflu, juste le travail, un geste après l'autre. Parce que parfois, les excuses ne valent rien sans les actes. Parce que parfois, la plus grande leçon ne se crie pas, elle s'incarne. Et dans cet instant suspendu, une vérité profonde s'imposa à Julien. L'honneur ne s'affiche pas, il se vit. Il se porte dans la façon de marcher, de servir, de se taire. Edgar n'avait jamais eu besoin de raconter ses batailles. Son simple passage laissait derrière lui un sillage de respect. Un vétéran oublié avait enseigné à un homme bruyant ce que signifiait vraiment être un soldat. Sans colère, sans haine, juste par la force de l'exemple. Depuis ce jour, Julien ne fut plus jamais le même. Il revint chaque samedi au mémorial, toujours 1 heure avant l'ouverture, pour aider Edgar. Ils ne parlèrent jamais vraiment de cette période d'arrogance et de mépris. Ce n'était plus nécessaire. Leurs gestes parlaient pour eux. Au café du Chêne, les regards avaient changé. Edgar restait fidèle à lui-même, lisant son journal, buvant son café, saluant d'un hochement de tête discret. Mais désormais, chacun savait. Chacun portait en lui cette image du général saluant cet homme que tout le monde avait ignoré pendant si longtemps. Et quand un inconnu entrait pour la première fois, posait les yeux sur le vieil homme à l'air discret et demandait « Qui est-ce ?» quelqu'un finissait toujours par répondre doucement « C'est monsieur le moine. Il a fait plus pour ce pays que vous ne pourriez l'imaginer. » Car certains hommes laissent une empreinte que le temps n'efface pas. Pas par les mots qu'ils prononcent, mais par les silences qu'ils portent. Pas par les médailles qu'ils affichent, mais par celles qu'ils cachent. Et certains récits, même tus, finissent toujours par être entendus. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que certains héritages ne résonnent pas dans les applaudissements, mais dans les actes simples et les cœurs qu'ils marquent à jamais. Et si vous pensez que ces récits méritent d'être transmis, laissez un commentaire. Votre avis compte plus que vous ne le pensez. À très bientôt